le Conseil constitutionnel rejeta la question prioritaire de constitutionnalité que mon avocat, maître Wilfried Paris, lui avait soumise au sujet de la loi antirévisionniste française. Les sages déclarèrent la loi Guessot conforme à la Constitution. Dans une vidéo diffusée peu après, j'accusais le Conseil constitutionnel d'avoir éludé la question. En effet, maître Paris fondait son argumentation sur la violation du principe d'égalité de tous devant la loi. Considérant les victimes ou les descendants de victimes de crimes contre l'humanité, il constatait qu'avec la loi Guessot, certaines voyaient leur mémoire protégée pendant que d'autres restaient démunies face au révisionnisme. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi interdit de contester l'existence de crimes contre l'humanité pour lesquels une décision de justice a été rendue. Ces crimes doivent avoir été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle, soit par une personne qui a été reconnue coupable par une juridiction française ou internationale. Derrière cette phraséologie se cachait une vérité simple. Ce que le législateur voulait interdire, c'était la contestation publique des crimes contre l'humanité commis, ou prétendument commis, par les nationaux socialistes. Bref, ce qu'il voulait interdire, c'était la remise en cause de l'existence des chambres à gaz hitlériennes. Ici, certains m'accuseront d'analyser de façon trop restrictive la loi antirévisionniste. Ils se trompent. Le 11 juin 1990, lors des discussions au Sénat sur le texte, le garde des Sceaux lui-même, Pierre Arpaillange, expliqua « Il vous est encore proposé d'incriminer la négation publique des crimes contre l'humanité sanctionnés par le tribunal international de Nuremberg. Cette disposition viserait ceux qui prétendent démontrer l'inexistence de l'Holocauste nazi sous le couvert de la recherche historique. » On ne pouvait être plus clair. Il s'agissait d'une loi qui viserait le professeur Faurisson et ses disciples. Peu après, un ardent défenseur du projet, Guy Alouche, s'exclama « En créant un délit de contestation des crimes de guerre commis par l'Allemagne nazie, la proposition de loi l'insère dans les limites étroites qui se rattachent à la contestation de la chose jugée à Nuremberg. » Ce n'était donc un secret pour personne. Au-delà de la phraséologie utilisée, la loi Guessot protégeait la mémoire des crimes commis, ou prétendument commis, par les nationaux socialistes. Elle s'appuyait pour cela sur les décisions du tribunal de Nuremberg. Les autres crimes contre l'humanité survenus dans l'histoire, le législateur s'en moquait. Voilà pourquoi, dans une argumentation partiellement reprise par l'hebdomadaire Rivarol, maître Paris expliquait « Cette loi fait injustement obstacle à toute plainte pénale du chef de contestation de crimes contre l'humanité dans toutes les nombreuses hypothèses où il n'existe pas et ne pourra jamais exister de quelconque décision de justice préalable, nationale ou internationale, ayant déjà condamné et sanctionné le crime contre l'humanité auquel la contestation fait grief. » D'où cette rupture d'égalité créée par la loi antirévisionniste française, puisque les victimes de crimes contre l'humanité dont les auteurs seront décédés et donc insusceptibles de poursuite, comme c'est le cas notamment de la traite négrière et des exterminations amérindiennes et du génocide arménien, sont automatiquement privées de la protection de la loi pénale. Or, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 précise « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » On ne voyait donc pas pourquoi certaines mémoires seraient protégées et d'autres non. Cette nécessité d'égalité des victimes devant la loi était telle que dans leur arrêt du 17 juin 2015, qui me condamnait à 1 an de prison ferme, les magistrats de la cour d'appel de Caen écrivirent « Contrairement à ce que soutient le prévenu, le texte en cause, comprenez la loi Guessot, peut servir de poursuite à toute contestation de crimes contre l'humanité dès lors qu'une personne a été reconnue coupable de ce crime par une juridiction française ou internationale. Il n'y a donc aucune atteinte au principe d'égalité, au principe d'égalité de traitement et au principe de non-discrimination. » Les juges affirmaient donc l'égalité des citoyens devant la loi, car ils savaient cette égalité nécessaire. Mais en écrivant cela, ils s'étaient eux-mêmes contredits,
puisqu'ils avaient admis que sans décision de justice reconnaissant la culpabilité d'une personne, la contestation d'un crime contre l'humanité ne pouvait pas être poursuivie sur le fondement de la loi antirévisionniste. Ainsi avaient-ils, sans le vouloir, et même à leur corps défendant, donné raison à Maître Paris sur le fait que cette loi ne protégeait pas, par exemple, la mémoire de la traite négrière, des exterminations amérindiennes et du génocide arménien. Voilà pourquoi, lorsque la Cour de cassation transmit la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, un souffle d'espoir se leva. C'était cependant oublier qu'un peu d'habileté permet toujours d'éluder une question gênante. Face à l'argumentation sans réplique développée par Maître Paris, les sages du Conseil constitutionnel renversèrent la perspective. Ils considérèrent non pas les victimes qui demandaient protection de leur mémoire, mais les révisionnistes qui contestent l'existence des crimes contre l'humanité. Dans leur décision, on lisait « Considérant qu'au terme de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, que le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente. » Or, les agissements visés par le Conseil constitutionnel n'étaient pas ceux des victimes qui réclamaient protection, mais ceux des révisionnistes qui contestaient. D'une part, affirmaient les sages, la négation de faits qualifiés de crimes contre l'humanité par une décision d'une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crimes contre l'humanité par une juridiction autre ou par la loi. Pour justifier l'inégalité devant la loi, les sages avaient donc invoqué les révisionnistes qui contestaient. Or, le problème posé par Maître Paris était ailleurs. Il était du côté des victimes qui réclamaient la protection de la loi. Grâce à cette habile manœuvre, le Conseil constitutionnel évacua l'argument sans réplique développé par Maître Paris. À l'époque, naturellement, mes adversaires s'en réjouirent et déclarèrent l'affaire définitivement close. Seulement, des faits récents nous ont donné raison. Le 13 avril dernier, ainsi, un projet de loi baptisé « Égalité et citoyenneté » fut déposé à l'Assemblée nationale au nom de Manuel Valls. L'exposé des motifs déclarait « Enfin, le titre 3 comprend des mesures pour tendre vers davantage d'égalité. » De quoi s'agissait-il? Le 1er juin 2016, lors de discussions préliminaires sur ce texte, un coin du voile se leva. Le président du Conseil représentatif des associations noires, Louis-Georges Tin, déclara « Monsieur Hollande a proposé la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est ce que nous avions demandé au premier chef, donc nous sommes ravis. Mais il y a bien d'autres choses à faire en faveur de l'égalité réelle. La loi Taubira est en train de trouver un contenu au moment même où certaines juridictions essaient de la vider de son sens. Il faudrait la renforcer, car on peut très bien dire aujourd'hui que l'esclavage était formidable ou qu'il n'a pas existé, sans pour autant être sanctionné. La loi Taubira ne nous permet pas de condamner ces propos négationnistes. On ne pouvait être plus clair. Les Noirs réclamaient les mêmes droits que les Juifs, à savoir la possibilité de faire condamner les révisionnistes, ici ceux de la traite négrière. Le 17 juin 2016, une commission spéciale se réunit pour discuter du projet de loi. On apprit alors l'existence non pas d'un article 28 ter, mais 38 ter, prévu pour étendre les dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, c'est-à-dire la loi antirévisionniste française, à la remise en cause du crime contre l'humanité que constituent la traite et l'esclavage. Il élargit également la qualité des associations à agir aux structures qui se destinent à la défense de l'honneur des victimes de tout crime contre l'humanité. Les députés donnaient donc raison à Maître Paris en voulant assurer l'égalité de tous devant la loi antirévisionniste. Les discussions du 27 juin le confirmèrent. Le gouvernement lui-même déposa un amendement qui modifiait la loi antirévisionniste Guesso, autrement appelée l'article 24 bis de la loi sur la presse. On lisait
Après le premier alinéa de l'article 24 bis, sont insérés 3 alinéas ainsi rédigés. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière l'existence d'un crime de génocide autre que ceux visés au premier alinéa, comprenez le génocide des Juifs, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, ou d'un crime de guerre, lorsque 1. Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale, ou 2. La négation, la minoration ou la banalisation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale. L'exposé des motifs précisés, alors que seule la négation de la Shoah est aujourd'hui réprimée, ce texte permettra de sanctionner la contestation ou la banalisation de l'ensemble des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre de manière non limitative dès lors qu'ils auront été reconnus par une juridiction. Il permettra, au-delà et de manière plus générale, de prendre en compte des crimes historiquement reconnus, même si leur ancienneté exclut de fait toute possibilité pour la justice de se prononcer lorsque leur contestation ou leur banalisation sera commise dans des conditions incitant à la haine ou à la violence. Bref, le gouvernement avait repris l'argument de Maître Paris pour amender la loi en faveur de l'égalité entre les citoyens. Lors des débats parlementaires du 1er juillet 2016, le député François-Michel Lambert confirma cette nécessité d'égalité en déclarant « Je ne peux m'empêcher de penser d'abord, avant le vote de cet amendement, que j'espère unanime, à l'époque de l'esclavage, dont nous avons découvert les horreurs dans les livres d'histoire, mais parfois aussi, malheureusement, dans le monde actuel. Je pense aussi aux 4 génocides du XXe siècle, le génocide arménien, le génocide tzigane, trop souvent oublié, le génocide juif et le génocide tutsi. Ces populations portent encore dans leur chair les horreurs qu'on leur a fait subir, et cette souffrance est encore augmentée lorsqu'on nie cette réalité. Les Arméniens, les Tziganes, les Juifs et les Tutsis, en ce XXIe siècle, vivent quasi quotidiennement la négation de ce qui s'est passé il y a à peine un siècle pour les premiers, moins pour les 3 autres. Nous devons donc voter cet amendement à l'unanimité. François-Michel Lambert vit son souhait exaucé. L'article 38 ter, qui établissait l'égalité des citoyens face à la protection des mémoires, fut voté à l'unanimité. Mais au Sénat, patatras. Voilà quelques jours, une commission rejeta cet amendement qui instaure l'article 38 ter. Quelle argumentation développa-t-elle? Consultons les documents. Lors des discussions préliminaires en commission, la sénatrice Françoise Gatel lança « Est-ce promouvoir l'égalité que de réintroduire des dispositifs mémoriels pour pénaliser la négation du génocide arménien ?» Si j'avais été présent, je lui aurais répondu que ce dispositif mémoriel rétablissait effectivement l'égalité déjà entre les Juifs et les Arméniens. Tous pourraient désormais protéger leur mémoire. Mais venons-en au rapport de la commission. À propos de l'article 38 ter, les auteurs expliquaient « Cet article vise à créer un nouveau délit de négationnisme et de banalisation de l'ensemble des crimes contre l'humanité. » Plus loin, sous le titre « Le droit en vigueur », on lisait « Depuis la loi dite Guessot du 13 juillet 1990, la contestation des crimes contre l'humanité définie par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, commis par les membres d'une organisation déclarée criminelle par le tribunal militaire international ou par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Cette infraction concerne uniquement les crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale. Les auteurs contredisaient donc de façon radicale ceux qui avaient soutenu les magistrats de la cour d'appel de Caen afin de pouvoir me condamner. Ils reconnaissaient au contraire qu'une seule mémoire était protégée par la loi. Mais pour justifier cette situation et réclamer le rejet de l'article 38 ter, ils alléguèrent «
Le présent article vise également à créer un nouveau délit de négation, minoration ou banalisation des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, qui exige comme élément constitutif que ces comportements constituent une incitation à la violence ou à la haine. Or, il existe d'ores et déjà un délit d'incitation à la violence ou à la haine dont il n'est pas proposé d'aggraver les peines. Que vaut cette argumentation ? Si l'on suit la logique de ceux qui ont voté la loi Guessot, elle ne vaut rien du tout. Je rappelle en effet que le 11 juin 1990 au Sénat, le garde des Sceaux justifia ainsi le projet de loi antirévisionniste, loi Guessot. La négation de l'Holocauste n'est qu'une expression du racisme, plus habile, plus dissimulée que les autres, plus difficile à atteindre pénalement en l'état du droit. Mais elle doit être poursuivie et sanctionnée pour ce qu'elle est, pour le mal qu'elle peut faire insidieusement. Peu après, le rapporteur de la loi, Charles Lederman, expliqua « La législation actuelle est inadaptée à cette forme de propagation de thèses racistes, car souvent, l'expression de celle-ci est suffisamment prudente pour échapper à une sanction au titre des infractions prévues par la loi de 1881. » Le message était donc le suivant. « Ouais, les révisionnistes sont des petits malins. Ils cachent leur haine antisémite sous un discours d'apparence historique, ce qui leur permet d'échapper aux condamnations pour incitation à la haine. Voilà pourquoi une loi spéciale doit être votée afin de pénaliser le négationnisme en tant que tel. » Telle fut l'argumentation qui permit l'adoption de la loi Guessot. Toutefois, cette argumentation ne concerne pas uniquement les Juifs. Dans le cadre du politiquement correct, je dis bien dans le cadre du politiquement correct, les associations noires, tutsis, indiennes ou arméniennes peuvent également la développer. Elles peuvent tout aussi bien déclarer que les négateurs sont des racistes qui veulent promouvoir la haine contre leur propre communauté. Voilà d'ailleurs pourquoi au Sénat, 4 amendements ont déjà été déposés qui réclament le maintien de cet article 38 ter afin d'amender la loi révisionniste dans le sens de l'égalité de tous les citoyens. Je citerai plus particulièrement l'amendement déposé par M. Kaltenbach, qui le justifie ainsi. Alors que seule la négation de la Shoah est aujourd'hui réprimée, ce texte permettra de sanctionner la contestation ou la banalisation de l'ensemble des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, de manière non limitative, dès lors qu'ils auront été reconnus par une juridiction. Il permettra, au-delà et de manière plus générale, de prendre en compte les crimes historiquement reconnus, même si leur ancienneté exclut de fait toute possibilité pour la justice de se prononcer lorsque leur contestation ou leur banalisation sera commise dans des conditions incitant à la haine ou à la violence. De permettre aux associations de lutte contre l'esclavage ou de défense de la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants de se constituer partie civile dans des procédures visant ces délits. Je le répète, dans le cadre du politiquement correct, cette demande est parfaitement justifiée, car au nom de l'égalité entre tous, les Juifs n'ont pas à voir leur mémoire davantage protégée que celle des descendants d'esclaves, des Tutsis, des Amérindiens, des Arméniens, des Bantous, qui sais-je encore. Les discussions au Sénat se dérouleront les 4, 5 et 6 octobre prochains. Il sera très intéressant de les suivre. Qu'adviendra-t-il si l'article 38 ter proposé par le gouvernement est adopté? Donc si la loi révisionniste se trouve considérablement élargie. Tout d'abord, soulignons qu'il ne résoudra pas le problème de la rupture d'égalité entre citoyens. En effet, le projet de loi gouvernemental subordonne encore l'interdiction de contester certains crimes contre l'humanité au motif qu'une décision de justice serait intervenue. Cela signifie que certaines catégories de citoyens, je pense plus particulièrement aux Juifs, verront leur mémoire automatiquement protégée, alors que d'autres devront apporter la preuve que le message révisionniste comporterait une incitation à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe défini par référence à sa prétendue race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale. Ce texte laisse donc subsister une inégalité foncière entre les citoyens. On risque en outre de voir de plus en plus d'historiens et de chercheurs poursuivis et condamnés au motif que leurs conclusions, déplaisantes pour certains,
seront considérés comme des appels à la haine. Bref, loin de résoudre les problèmes, cette tentative d'élargissement de la loi Guessot pour satisfaire le principe d'égalité entre tous laissera intacte l'inconstitutionnalité de cette loi. De plus, elle plongera davantage la France dans une dictature de la pensée. Un nombre croissant de sujets historiques deviendront la chasse gardée des défenseurs de la mémoire, c'est-à-dire qu'ils deviendront des terrains minés pour les historiens et autres chercheurs. Qu'ils le veuillent ou non, en se raccrochant à une décision du Conseil constitutionnel prise le 8 janvier dernier dans le cadre d'un procès truqué, le gouvernement s'engage dans une impasse légale et intellectuelle. Les fruits empoisonnés de l'inique loi Guessot se présentent aujourd'hui sous nos yeux. Son favoritisme dangereux éclate à la figure du législateur. Désormais, celui-ci n'a plus le droit de faire le tri entre les cadavres de femmes et d'enfants victimes d'inhumanité. Dès lors, deux solutions se présentent à lui. Soit tout interdire au nom de la préservation de toutes les mémoires, soit en revenir à la liberté d'expression sur tous les sujets historiques, y compris ceux relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Ici, on me répondra que je souhaite laisser le champ libre à l'antisémitisme. C'est faux, car je suis d'accord avec mon avocat qui plaide pour une immunité mémorielle. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement du droit de mener des recherches historiques et d'exprimer publiquement ses conclusions tant qu'on n'appelle pas directement à la haine par le biais de propos non équivoques. Le principe que mon avocat défend reste le suivant. On ne saurait limiter la liberté d'expression lorsque le message véhiculé ne comporte pas d'incitation manifeste à la haine par des propos non équivoques. Nous disons bien incitation manifeste à la haine par des propos non équivoques. Il ne s'agit plus de dire « oui, votre discours n'appelle pas explicitement à la haine », mais au fond de vous-même, dans l'obscurité de vos désirs secrets, c'est ce qui vous anime. Et même si vous ne le voulez pas, des esprits fragiles peuvent, eux, reprendre vos conclusions pour justifier leur haine. C'est cette argumentation qui a permis aux magistrats de la cour d'appel de Caen de me condamner et au final de briser la nouvelle vie que j'avais construite. Incapables, et pour cause, de m'accuser d'inciter à la haine ni à la violence, ils m'ont reproché de développer des théories de nature à influencer une partie fragile de la population au point de la conduire à la commission d'actes antisémites ou racistes. Il va de soi qu'avec de tels considérants, n'importe qui peut être condamné sur la base de n'importe quoi. Il est donc temps que tout cela cesse et que la liberté d'expression redevienne ce qu'elle aurait dû toujours être, le droit de développer des conclusions, même choquantes aux yeux de certains, sans être accusé de vouloir susciter la haine. Si des individus reprennent ces conclusions pour susciter la haine de manière manifeste, alors c'est à eux d'en rendre compte face à la justice. Dans le cadre d'un procès truqué et au terme d'une manœuvre louche, le Conseil constitutionnel a donné tort à Maître Wilfried Paris. Mais les récentes discussions à l'Assemblée nationale confirment que mon avocat avait raison sur toute la ligne. Dans la discrétion, le gouvernement tente aujourd'hui de modifier la loi antirévisionniste dans le sens qu'indiquait mon avocat. Toutefois, sa tentative ne résoudra rien. L'anticonstitutionnalité de cette loi restera. Le combat continue donc jusqu'à la victoire. Nous le mènerons au nom de la liberté. Bonsoir.